Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Volcano Habari. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui vous n'êtes pas avec Monsieur Izan Kiangala, vous êtes avec Loïc Florian Mora, Community and Social Media Manager à Volcano. Combler le fossé entre la technologie et des gens, en organisant des conversations avec des experts et des leads de l'industrie. Bienvenue dans le Volcano Habari. Donc nous allons prendre ces quelques minutes aujourd'hui pour parler avec vous de divers sujets, particulièrement le design. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Maktar Mbaye. Maktar Mbaye, comment allez-vous? Bonjour Loïc, je vais bien et vous? Ça va, je vais super bien, merci. Alors, ça fait super plaisir de vous avoir sur ce premier épisode du Volcano Habari, hors du contexte Women in Tech. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser le temps de vous présenter pour qu'on apprenne à un peu plus vous connaître. Merci Loïc, déjà je vous remercie de m'avoir invité. Je m'appelle Maktar Mbaye, je suis Lead X et actuellement responsable du pôle design à Volcano. Super, super. Donc c'est vous qui vous occupez en général en fait de gérer l'équipe qui crée les créations pour Volcano, si je comprends bien. Oui, exactement, c'est bien cela. Donc moi je vous invite aujourd'hui sur ce premier épisode du Volcano Habari pour pouvoir discuter avec vous parce qu'on vous voit beaucoup sur les créations de Volcano mais on n'en connaît pas plus sur vous. Donc l'idée c'est que les personnes à travers ce podcast puissent découvrir c'est quoi votre journée type, quel est en fait votre rôle à Volcano en tant que lead UX et qu'est-ce que tout cela implique. Donc je vais vous laisser peut-être nous parler un peu de votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé là aujourd'hui. Ok, donc pour vous parler un peu de mon parcours, moi j'ai un parcours atypique, donc c'est comme ça que je me définis parfois. Atypique parce que j'ai eu mon bac en 2009 et juste après j'ai été à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour suivre un parcours en lettres modernes. Donc j'ai eu ma licence en lettres modernes et un master 2 en linguistique et sciences du langage et juste après je me suis inscrit à l'école doctorale de la même faculté. Donc j'ai été à l'école doctorale pendant 2 ans et j'ai pas pu terminer pour plusieurs raisons. La première, c'est entre-temps j'avais découvert Bakely en 2018. En 2018, quand j'ai découvert Bakely, c'était plus pour en apprendre, en savoir plus sur le domaine du design parce que j'étais déjà freelance. Donc, je faisais des créas et j'ai commencé un peu à gagner de l'argent de gauche à droite. Donc, je m'étais dit que je vais vraiment essayer d'en savoir plus. Mais ce n'était pas vraiment pour faire carrière. Parce que je comptais retourner à l'université et continuer ma thèse. Mais à Bakely, particulièrement à Volcano, qui est l'entreprise mère qui a créé Bakely, donc j'ai rencontré une personne extraordinaire qui a changé mon parcours. Il s'appelle Abdoulkhadr Diallo, qui est aujourd'hui le directeur de Volcano. Donc c'est lui vraiment par sa manière de manager, par sa vision du monde qui m'a convaincu. Et parallèlement aussi, j'étais en train de douter parce que le parcours littéraire, en tout cas le doctorat, ne m'offrait pas assez de perspectives. Donc voilà, donc j'ai vu que en termes de perspectives, c'était pas trop intéressant et j'étais pas forcément assuré de devenir professeur et d'être recruté parce que les personnes qui m'ont devancé dans le métier étaient encore au chômage. Donc je me suis dit pourquoi pas chercher une autre voie. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez freelance à l'époque. Comment avez-vous découvert en fait que vous aviez un talent pour le design? Parce que moi aujourd'hui je vous définis comme vraiment un talent par vos créations, de ce qu'on voit que vous faites. Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez une passion pour cela? Disons que j'ai commencé par Word. Très tôt, très jeune, j'étais vraiment attiré par tout ce qui était beau, tout ce qui était créa. J'étais particulièrement intéressé par la vidéo, créer des vidéos, etc. Et c'est lorsque j'ai découvert Photoshop que la passion vraiment du design m'a poussé à essayer d'aller plus loin. Donc ça me permettait de créer des flyers, ça me permettait de créer des cartes de visite, etc. Et à l'époque, c'était quelque chose de nouveau et
comme j'arrivais aussi à avoir un peu d'argent dessus, donc je me suis dit que c'est intéressant. Oui, effectivement. C'est vrai que pour la plupart des personnes qui se lancent généralement en freelance, ils n'ont pas vraiment envie de travailler en entreprise parce que pour eux, le freelance leur permet d'être un peu plus ouvert. Pourquoi vous avez décidé alors, lorsque vous avez eu la possibilité de rejoindre l'équipe Volcano, en fait, de continuer avec, à travailler en fait, dans le pôle design de l'entreprise? Et pourquoi vous n'avez pas voulu continuer, vu que vous êtes formé en fait, en vous penchant sur votre côté freelance? Bon, pour deux raisons. La première raison, c'est que le freelance, je le faisais non pas par choix, mais parce que c'est quelque chose qui s'imposait. Je ne pouvais pas être en entreprise à l'époque où je commençais à faire de la créa pour les clients. Parce que justement, j'étais à l'école doctorale, donc je ne pouvais pas forcément être en entreprise. Parce que la recherche demandait quand même énormément de temps. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que lorsque j'ai terminé ma formation, on m'a proposé de continuer avec Volcano. Et comme j'ai dit, la personne de Abdou Khadr et l'endroit même Volcano me convenait bien et les perspectives étaient assez intéressantes. Donc je me suis dit que c'est un endroit qui peut vraiment me convenir. Okay. Non, mais c'est vraiment super. C'est vrai qu'à Volcano, quand tu t'embarques dans l'aventure, tu as toujours cette impression que tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Et passer d'apprenant designer à lead UX, comment est-ce que vous avez vu votre ascension? Est-ce que vous vous étiez déjà vu? Vous vous étiez déjà dit que vous alliez un jour occuper ce poste? Et qu'est-ce que tout cela vous a apporté en tant que personne déjà, et aussi professionnellement, le fait de diriger en fait une équipe? Qu'est-ce que cela vous apporte? Bon, disons que ça ne m'a pas trop surpris parce que moi, de nature, je suis une personne ambitieuse. Et lorsque je décide de me lancer dans un domaine, j'y mets vraiment tous les moyens pour arriver au bout. Après, il y a eu des concours de circonstances, hein, parce que lorsque j'arrivais à Volcano, il y avait déjà un lead du nom d'Adama Sambar, donc je remercie au passage, donc, qui était mon coach lorsque j'étais à Bakeli. Et quand il est parti, bon, il s'est trouvé qu'il y avait plus personne. À l'époque, je pense que j'étais seul ou nous étions deux. Donc naturellement, j'ai été choisi comme lead. Et depuis, c'est quelque chose, déjà moi, qui me pousse à être beaucoup plus responsable. Humainement, c'est pas facile de gérer parce que nous sommes aujourd'hui 6. Donc c'est encore des responsabilités supplémentaires, mais c'est quelque chose que je vis très bien, parce que les personnes avec qui je travaille sont très compréhensifs, sont très talentueux aussi. Et de ce point de vue, ça me facilite vraiment la tâche. Effectivement. Et selon vous, par rapport à votre expérience, par rapport à tout ce que vous avez eu comme background, pour vous, qu'est-ce qui définit aujourd'hui un bon designer? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez dire que cette personne va réussir dans le design ou pas? C'est vrai que c'est subjectif, mais qu'est-ce qui pour vous en fait peut être un atout pour une personne qui veut vraiment se lancer dans le design? C'est une question difficile, mais déjà, pour être un bon designer, il faut déjà avoir les bases, donc il faut connaître les bases. Après cela, personnellement, il faut déjà pouvoir accepter les feedbacks, parce que c'est pas toujours évident de recevoir des critiques sur son travail. Donc il faut pouvoir les accepter et pouvoir voir comment améliorer votre travail. Il faut aussi être curieux, c'est-à-dire voir vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est accessible avec des plateformes comme Pinterest, Dribbble, Behance. Donc, on peut voir chaque jour ce qui se fait de mieux dans le monde et essayer un peu de s'améliorer par rapport à ça. En gros, être créatif et penser aux utilisateurs. Ouais. Et justement, en parlant de ce qui se fait actuellement, que pensez-vous aujourd'hui de ces IA qui viennent en fait révolutionner un peu la technologie? Beaucoup de personnes utilisent beaucoup plus les IA pour certaines créations. Est-ce que vous pensez cela, parce que il y a une polémique autour de cela qui dit que les IA vont bientôt remplacer le monde, les designers, les créas, même les marketeurs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
de cela? Les IA. Bon, c'est vrai que c'est une révolution, hein, il faut le dire. C'est une révolution, même si elle ne date pas de ChatGPT. Donc, ChatGPT a été vraiment l'explosion. Mais depuis quand même depuis un bon moment, on utilise les intelligences artificielles sans forcément s'en rendre compte. Après, comme toute révolution, les gens vont le percevoir comme dangereux. Et vous, personnellement, aujourd'hui, vous le concevez plus comme un danger ou vu que vous l'utilisez dans la vie de tous les jours? D'une certaine manière, ça peut être frustrant. Si je prends l'exemple de Midjourney, par exemple, qui permet à une personne, à partir d'un prompt, de faire des interfaces. Alors qu'avant, il fallait plus d'efforts. Donc, si vous êtes designer et que vous êtes passé tellement de temps à affiner pour être meilleur et vous vous retrouvez tout d'un coup en concurrence avec des gens qui, simplement avec des prompts, arrivent à faire des interfaces, ça peut être frustrant. Mais moi, je le prends positivement parce que je me dis que la personne qui utilisait le cheval avant a été frustrée par la voiture, mais c'était une révolution évidente. Moi, chaque jour, j'utilise ChatGPT dans mon travail de conception d'interface pour, par exemple, la rédaction UX. Ça permet, par exemple, d'avoir des exemples de labels, par exemple. Donc, Midjourney, par exemple, peut vous permettre, parce que quand on est designer, tous les artistes même ont ce problème. On a le syndrome de soit la page blanche. Voilà. Donc, vous commencez, vous n'avez pas forcément d'idée. Et aujourd'hui, avec Midjourney, vous lui faites le prompt de ce que vous souhaitez réaliser. Il vous propose quelque chose qui peut être un point de départ de votre travail. Ça peut vous permettre d'avoir plus d'idées en fait sur comment vous lancer dans votre processus créatif. Et en parlant de ça, vous, quel est votre processus de créatif? Quelle est votre petite routine à chaque fois que vous avez un nouveau projet sur lequel vous devez bosser? Comment est-ce que vous l'abordez? Moi, comment je l'aborde? Bon, il y a un process de conception d'interface, mais parfois en fonction du temps, on prend des raccourcis. Moi, ce que je fais déjà, la première des étapes, c'est la compréhension des besoins du client. Donc, ce besoin est souvent exprimé soit sous la forme d'une note conceptuelle, d'un cahier de charges ou parfois même d'un simple backlog. Mais on se sert de ça comme point de départ et directement on essaie de faire du benchmark. Parce que, comme on dit, quand vous êtes designer, tout ce que vous essayez de créer a été créé par d'autres personnes ou quelque chose de similaire. Donc vous essayez de prendre ça comme point de départ pour ensuite améliorer votre touche, amener votre touche et essayer de rencontrer le plus possible les besoins du client. Donc, c'est ça globalement. On fait du benchmark, on fait des user flow et sur la base de ça, on part directement sur Figma et on essaie de concevoir toutes les interfaces ainsi que toutes les interactions. Et aujourd'hui, vous vous considérez, est-ce que vous pouvez dire que vous vous considérez comme un artiste? Parce qu'il y a ce paradigme, je vais dire, où on considère que les artistes sont des gens créatifs. Mais est-ce que tous les designers peuvent se définir comme des artistes? Dans le sens où l'artiste, c'est vraiment quelqu'un qui crée quelque chose, alors que peut-être vous avez peut-être passé par exemple par un certain processus, vous avez par exemple eu des idées et vous n'avez pas forcément créé la chose, quoi. Beaucoup de personnes se disent que artiste, c'est vraiment quelqu'un qui doit créer un truc. Et vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez quand même comme un artiste? En fait, il y a un dénominateur commun entre les deux. Après, tout designer n'est pas artiste. Parce que quand on parle d'art et quand on parle de design d'interface, par exemple, ce n'est pas le même objectif. Dans le design d'interface, par exemple, on va avoir pour objectif de concevoir un produit qui va être utilisé par d'autres gens. Donc, dans le processus de conception, on va prendre en compte ces utilisateurs. Alors que l'artiste va chercher plus,
à être, oui, une satisfaction personnelle, mais il va plus chercher à une singularité en quelque sorte. Parce qu'un artiste, comment dire, un peintre par exemple qui refait la peinture du tableau de la Joconde n'aura pas forcément la même valeur qu'un peintre qui crée un tableau qui n'a rien à voir avec ce premier tableau. Donc l'un cherche la singularité, l'autre cherche à être compris par des utilisateurs et à être utilisé. Et dans le monde du développement d'applications et tout cela, généralement c'est des interfaces. Il y a les landing pages, il y a en fait des pages différentes, mais généralement en termes d'architecture, on peut se retrouver à devoir récréer la même chose. Oui, oui. Et vous, aujourd'hui, est-ce que cela peut paraître pour vous comme un frein à votre processus créatif, dans le sens où si par exemple un projet se ressemble, vous allez peut-être prendre en fait l'ancien projet et le réaménager. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut être un frein à votre créativité, dans le sens où vous avez déjà une idée de la façon dont elle est faite, quoi? Oui, effectivement, ça peut être un frein à la créativité, parce qu'au-delà de ce que vous venez d'évoquer, il y a l'aspect ergonomique, par exemple. Parce que quand on parle d'ergonomie, c'est des règles de base qu'il faut respecter. Et quand il faut respecter ces règles de base, il suffit que vous sortez de ces rails pour perdre l'utilisateur. Et quand on parle de UX designer, on parle de concepteur, comment dire, on parle d'expérience utilisateur. Et quand un utilisateur est habitué à utiliser un produit d'une certaine manière, il est difficile pour un UX designer de lui proposer quelque chose de différent au risque de le perdre, en fait. Donc oui, c'est un frein à la créativité, mais c'est normal. Voilà. Donc c'est la dernière fois, je pense, pendant le workshop, on avait organisé un workshop justement autour de la psychologie cognitive, pour essayer de comprendre en fait comment est-ce que la psychologie cognitive intervenait en fait dans votre processus de création, de travail en fait en tant que UX designer. Pour les gens qui ne nous ont pas suivis pendant le workshop, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur quelques peut-être éléments clés pour vous de la psychologie, parce que je pense que vous en êtes passionné, de la psychologie qui pour vous en fait a un impact décisif sur votre travail? D'accord. Oui, j'ai fait un workshop dans ce sens. Donc c'était plus sur la psychologie cognitive. Donc la psychologie cognitive, en résumé, c'est comment nous, en tant qu'êtres humains, nous organisons notre processus d'acquisition de la connaissance, comment nous les organisons et comment nous nous en servons chaque jour. Alors pour le concepteur UX que je suis, la psychologie cognitive va avoir des apports assez significatifs. Parce que je le rappelais même lors du workshop que la personne qui a conceptualisé le terme de UX, c'est Don Norman. Donc, il est professeur en psychologie cognitive. Donc, ça montre le lien qui existe entre l'UX design et la psychologie cognitive. Et c'est quelque chose qui est assez compréhensible parce que quand on est UX designer, on a pour objectif de mettre entre les mains des utilisateurs un produit qu'ils pourront utiliser. Et quand vous avez pour objectif de mettre un produit entre les mains de quelqu'un, vous devez au préalable connaître cette personne. Et dans ce besoin de connaissance, l'UX design s'est enrichi de l'apport de l'ethnologie, de la sociologie et aussi de la psychologie cognitive. Donc, notamment avec ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, il y a des biais cognitifs qui sont des mécanismes de pensée qui peuvent amener à des erreurs. Donc, ces biais cognitifs ont été mis sur public, ont été publiés par des psychologues qui se sont intéressés à la psychologie cognitive. Donc, nous, on s'en sert quand on fait, par exemple, de la recherche UX pour mieux comprendre les utilisateurs et prendre en compte, par exemple, certains biais pour ne pas avoir, par exemple, des résultats qui sont biaisés, justement. Ok, et je pense qu'aujourd'hui, le design est vu comme vraiment on va dire, un domaine à part entier qui en fait apporte des solutions. Et pour vous aujourd'hui,
Est-ce que vous diriez que vous pouvez, grâce au design, en fait, résoudre les problèmes les plus complexes de notre société, que ce soit environnementaux et tout ça? Tous les problèmes, je dirais non. Après, pour ce qui s'agit des produits qui sont utilisés, ou en tout cas des services qui sont utilisés tous les jours par les personnes, le design peut apporter des solutions dans ce sens. Comment? En observant simplement les utilisateurs dans leur utilisation réelle du produit, et essayer de déceler des problèmes et proposer des solutions. C'est plus dans ce sens, en fait, parce que le designer UX ne sait que ce que l'utilisateur lui dit, et c'est ce qui va constituer sa base de travail pour proposer des solutions qui seront soit validées par les utilisateurs ou rejetées. Donc, ce qui va le pousser à faire un processus itératif, donc proposer jusqu'à ce que l'utilisateur accepte et valide la solution. Et vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez été frustré parce qu'un utilisateur ou peut-être un client a, on va dire, rejeté une de vos créations? Une petite anecdote, quoi. Oui, bah c'est quelque chose qu'on raconte tous les jours, en fait. Parce que les clients, ils ont leur vérité. Et parfois, nous, notre rôle, c'est en tout cas de les conseiller sur comment dire, l'expérience d'utilisation des produits que nous rencontrons tous les jours. Mais parfois, il se trouve qu'ils veulent camper sur leur position et faire valider ce qu'ils vous proposent, en fait. C'est super frustrant, j'imagine. Oui, effectivement. Mais le client est roi, et quand on insiste jusqu'à un certain seuil, après, on laisse passer. Ok, effectivement, c'est vraiment super, super de l'entendre. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ces premiers épisodes pour vraiment discuter à cœur ouvert de cette thématique. J'espère que ça vous a plu aussi. Oui, ça m'a plu. Ça me fait plaisir. On espère qu'on va pouvoir réitérer l'expérience avec vous et avec d'autres collaborateurs pour en apprendre plus sur votre métier et la famille. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire pour les abonnés à la fin? Continuez à nous suivre et voilà. Ça, c'est un tout petit mot. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, restez toujours connectés. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour contacter M. Matar, on va passer par LinkedIn, c'est bien ça? Oui, je suis sur LinkedIn. Donc, suivez-nous, regardez dans la description, on va mettre le lien de son compte LinkedIn. Vous pouvez aller le voir et discuter en fait avec lui autour de thématiques. Et si vous voulez en apprendre plus sur le design, franchement, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Il sera toujours disponible pour vous répondre. Et Volcano Abari, cet épisode, il vient de s'achever. Donc, restez connectés pour les prochains épisodes qui arrivent très vite. Et à la prochaine.